Elle pensait qu'elle commençait, mais là, c'est moi qui commence. Hey! Pour Bonjour, notre tout le ouverture, monde! salut. À quelques jours et à quelques heures d'Halloween, on était supposé de faire comme un spécial. Je suis un peu déçue de moi nos aussi. costumes. Finalement, Là. Je pense qu'il y a eu un petit relâchement. Oui, quoi qu'on n'en a jamais vraiment eu non plus Mais d'engagement. j'étais censée me On n'a pas eu de déguiser en relâchement. toi. Oui. Mais à part mettre tes lunettes, je sais pas qu'est-ce que j'aurais pu faire. Je sais pas, tu pourrais le faire. Fais-le, mais son sale, je t'avertis, ça ramasse de la poussière. Oui, J'ai pas alors, pu les laver. salut tout le monde, parce que je peux pas dire bonjour, effectivement. Mais parce là, que là, tu me confirmes que tu me vois, plus la poussière, je suis pas trop en haute démolition, non? Ben, en fait, je trouve que t'as pas une vue très basse, hein? Non, le pire, Ils c'est sont que pas j'ai un œil qui est correct. Puis l'autre qui est pas correct dans le fond. Bon, Bref, là, au lieu de allons-y dire avec des niaiseries, quelque chose de... Je vais te donner tes Donne-moi lunettes, là, tu pourras pas lire tes nouvelles sinon, puis moi, je vais aller rejoindre Stéphanie. Vas-y donc, puis d'ailleurs, début de saison, on va en parler un petit peu plus tard, mais début de saison du Canadien sont dans la cave. C'est très humide, alors... Moi, je suis dans le déni, tout je fais est-tu, semblant ouais? que ça se passe pas. Ben moi, je l'ai dit depuis le début de cette première édition de la saison de TV de Laval Nouvelle, je l'ai dit que le Canadien ne ferait pas les séries et que le Rocket de Laval allait les faire. Ben moi, Jusqu'à quand? Galchenyuk, je t'aime. Ah, ben, Bye. il va être échangé anyway contre... finalement, puis finalement, si tu veux te déguiser à l'Halloween, puis je regarde évidemment les gens, puis il revient dans le cadre. Si les gens veulent se déguiser à l'Halloween, tu sais, parce que des fois, on veut personnifier un joueur du Canadien, cette année, déguisez-vous en chaudron. Voilà, c'est fait, c'est dit. Fallait que je le fasse. Alors, on commence ces nouvelles-là. On est très, très éditorial en commençant cette édition du TV Laval Nouvelle. On va rejoindre Stéphanie Léveillé dans les prochaines minutes. Et pour tout de suite, des engagements électoraux, donc pour bonifier les services de proximité pour Marc Demers. La stratégie du mouvement lavallois s'articule autour de 3 grands enjeux exprimés par les Lavallois, soit la qualité et la sécurité de notre réseau routier, la disponibilité des technologies intelligentes et la mise à jour de notre infrastructure. Nous prévoyons donc investir afin d'accélérer les travaux en cours pour réparer nos rues et mettre en place une série de mesures pour ralentir la circulation dans les secteurs sensibles. C'est ce qu'avance M. Demers. Et nous ajouterons aussi des trottoirs et élargirons le réseau des pistes cyclables. Nous avons déjà entrepris une série d'initiatives afin d'offrir aux Lavallois un accès plus facile aux services municipaux. Et nous souhaitons que les citoyens aient la chance de consulter via Internet, étape par étape, le suivi de leurs requêtes. La Ville de Laval qui a déjà entrepris de nombreux travaux afin de réparer nos arénas et rénover les infrastructures dans les parcs. Nous planifions la construction de 4 nouveaux centres communautaires ainsi que d'un centre YMCA. Et pour Jean-Claude Gobet, lui, ses engagements sont les suivants. Vous êtes insatisfait de la qualité des services qui vous sont offerts. Nos infrastructures sont en décrépitude et les fiascos se multiplient. Déneigement, mesures d'apaisement, nid de poule, signalisation dangereuse. Je vais m'en occuper, avance-t-il. J'ai un plan pour revitaliser nos boulevards et nos quartiers, les rendre plus sécuritaires, efficaces et prospères. Je vais m'assurer que la circulation soit plus fluide pour que vous puissiez vous déplacer comme vous voulez, où vous voulez. Et par manque d'activité de proximité, nos jeunes doivent soit aller à Montréal, soit rester à la maison devant leurs jeux vidéo. Mon candidat dans Sainte-Dorothée, l'ex-athlète olympique Nicolas Macrozonaris, m'aidera à offrir les meilleurs services pour eux ici à Laval. Il lui faut des services dans les quartiers, pas dans le centre-ville, loin de chez vous. Une administration Jean-Claude Gobet vous redonnera les services de proximité qui vous ont poussé à vous installer à Laval. Laval a besoin d'un maire, toujours selon Jean-Claude Gobet. Pour Michel Trottier, la proximité, ça commence avant tout dans les quartiers résidentiels qui sont le cœur de la ville. Nous allons redonner la priorité à la vie de quartiers en améliorant, rénovant et développant les infrastructures de loisirs, sport et culture, ainsi que des centres communautaires multiservices, soit des piscines, arénas. Nous proposons également un programme Proximité Plus qui vise à implanter et soutenir les commerces de proximité. Ces investissements favoriseront les développements actifs, la proximité communautaire et le vivre ensemble et évitera aux citoyens de se déplacer à des dizaines de kilomètres de leur domicile. Également, le mécanisme budgétaire centralisé actuel ne permet pas de répondre adéquatement aux besoins locaux de ses résidents. C'est pourquoi nous proposons de créer 7 conseils de quartier où les citoyens pourront exprimer leur opinion, leurs besoins et présenter des projets. Ces comités seront dotés d'un budget participatif de 300 000 $ chacun. Seule femme à se présenter à la mairie cette année. Pour Sonia Baudelot, Avenir Laval veut bonifier les bureaux municipaux dans chaque district de sorte à ce qu'ils soient des lieux d'accueil, d'information et d'orientation pour les usagers de services publics. Par exemple, un citoyen de Saint-François voulant avoir un permis de rénovation auprès de l'administration pourra déposer sa demande au bureau de son quartier qui fera le transfert.
et s'assurera qu'il puisse récupérer son permis au même bureau sans devoir traverser toute la ville. Dans les quartiers, nous voulons rompre avec le modèle de bureaucratie de l'administration qu'on connaît à Laval. Nous voulons rétablir la confiance entre les citoyens et les services publics. Nous voulons mettre sur pied des lieux uniques qui donnent accès à une multitude de services, collectivités locales, organismes sociaux et d'intérêt général. Nous voulons simplifier les démarches des usagers en ayant des employés polyvalents issus de différents services et qui travailleront ensemble. Et pour Alain Lecomte, Cynthia Leblanc, finalement, nous souhaitons mettre une plus grande priorité sur les 2 secteurs de la ville oubliés depuis des décennies en ce qui concerne les loisirs et les services à la population, l'Est et l'Ouest. Ces 2 secteurs verront rapidement l'implantation de 2 super glissades hivernales gratuites, selon leur dire. L'Alliance des conseillers autonomes, ACA, promet de réintégrer les conseillers dans l'administration comme cela se fait ailleurs. Ils pourront enfin régler des problématiques dans leur district. Ils seront porteurs de ballons et pourront rencontrer les directeurs de services afin de trouver des solutions. Et par exemple, si dans un quartier, il n'y a aucune piscine extérieure ou que le parc n'a eu, aucun ou peu de bancs d'abreuvoir et qu'il manque d'eau d'âne, le conseiller aura le pouvoir d'en exiger la réalisation. Et seule l'ACA propose cette augmentation de services directs. Nous aimerions aussi implanter des conseils de quartier et tous les pouvoirs citoyens qui vont avec. Et par la même occasion, si vous voulez suivre votre candidat de votre quartier, TV Laval, évidemment, ici, on va vous faire des reportages sur les différents candidats qui se présentent aux élections. Vous pouvez vous rendre sur notre page Facebook de TV Laval, sinon le tvrl.ca. Et sachez aussi qu'on aura dans les prochaines éditions, et depuis quelques semaines déjà, c'est le cas, M. Rarès Bourlacou, qui est un conseiller politique. Il est qualifié pour également nous guider sur les différents dénouements de cette campagne électorale. D'ici le 5 novembre, évidemment, surveillez tout ici à TV Laval Nouvelles. Et le 5 novembre, n'oubliez pas d'aller voter. Maintenant, je me transpose du côté ici avec Stéphanie Léveillé de Lille. J'ai encore de la salive, encore. Je te le dis, mais je vais prendre une petite gorgée d'eau tantôt à l'insu des gens. Stéphanie Léveillé de Lille. Salut! Yeah, toujours un plaisir de te retrouver, mais le sujet est moins joyeux, parce que là, on parle de tumulte des artistes là, dans le nouveau milieu, les développements technologiques et les réseaux sociaux. À quelques heures de la disque, le gala de la disque a lieu le 29 octobre. Ouais. Alors, c'est sûr que c'est encore plus, je pense, d'actualité. Les dernières chroniques, on a parlé beaucoup de l'industrie de la musique. Parce que là, on ne peut plus parler du disque, c'est rendu multimédia, comme on disait la dernière fois. Et puis, là, c'est pour clore la discussion, si on veut. On parle de la culture québécoise qui est comme diluée dans toute l'offre qui est présentement disponible. Si on parle de Netflix, si on parle de iTunes, si on parle de Spotify, tous ces trucs-là, c'est très américanisé. Il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres marchés à travers le monde qui cherchent aussi à survivre. Si on prend les Coréens, si on prend les Japonais, ils ont quand même des accès à ces plateformes. Puis eux aussi, ils cherchent à préserver leur culture, si on veut. Donc, c'est un petit peu les artistes contre Goliath. Puis même les producteurs locaux, si on prend les compagnies de disques locales, comme si la semaine dernière, on parlait que DEP avait fermé ses portes. C'était un des 2 joueurs majeurs dans les distributions de disques, DVD, Blu-ray. C'est pas peu dire, là. C'est 50 du marché qui vient de disparaître. Et c'est des dollars aussi qui viennent de disparaître. Des emplois et beaucoup de trucs qui viennent de disparaître. Pour créer Alex, par la suite. Tu dois savoir, sûrement Stéphanie aussi, mais il n'y a pas des quotas à la radio de certains pourcentages de musique. Oui, il y en a, mais les quotas de la radio, ça a un pour et un contre. Ce qui arrive, c'est que oui, ça fait qu'il y a un petit peu plus de musique d'ici à la radio. Par contre, le quota, c'est qu'on nous force à l'écouter. Si c'était vraiment populaire, c'était vraiment en demande, ça jouerait plus. Oui, la loi du marché. Qui reviennent aussi, on découvre mais en même temps, il y a beaucoup. Artistes. Puis la tendance présentement est aussi aux artistes européens, des Amir, des Damien Loretta. Il y a beaucoup d'artistes francophones, mais européens. Alors, il y a un pourcentage de contenu canadien, donc évidemment québécois, mais le français, le francophone, ça laisse place aussi par la bande à toute la francophonie. Alors, c'est sûr que, si on voulait peut-être optimiser, je dirais, la tribune aux artistes québécois, c'est sûr qu'il pourrait y avoir un saut peut-être encore plus, précis pour augmenter pour le contenu canadien, peut-être diversifier aussi, donner la chance aux nouveaux parce qu'on n'entend jamais parler. Bien, c'est ça. C'est un petit peu plus difficile de nos jours. Il y a beaucoup de gens qui vont avec la voie de l'autoproduction, de l'autodiffusion, que pendant le début de l'époque des années 2000, c'était très possible. L'avènement de Facebook avait fait qu'on était capable d'aller chercher des fans à travers
toute la francophonie, avec tout le monde. Ouais. Avec MySpace, au début, pour les musiciens, oui, exactement. Ça, écoute, en l'espace de quelques semaines, on avait ramassé comme un 12 000 fans. C'était très facile à l'époque de se faire. Tandis que maintenant, aujourd'hui, les algorithmes de ces gros sites-là changent. Ils changent environ 3 mois. Ça s'adapte aussi. Ça adapte, mais ça adapte à leur avantage. Oui, mais c'est ça, exactement. C'est pour leur mieux et non notre mieux. Donc, à ce niveau-là, si on prend exemple YouTube, que jusqu'à récemment, on pouvait se mettre un programme affilié avec YouTube pour pouvoir recevoir un petit peu d'argent quand il y avait de la publicité. Plus il y avait de views. Plus il y avait de views, etc. Maintenant, ils ont revisé ça. Ça prend minimum 100 abonnés pour être sur le fil YouTube pour être éligible. Et par la suite, ça prend 10 000 views avant d'être éligible à être payé. Ah oui. Donc ça vient tout juste de changer. Ça a changé parce que c'était jusqu'à tout récemment, c'était 1000 visionnements, c'est 1 $, du visionnement. 1 à 2 $, selon le deal que tu as avec eux. Maintenant, c'est aussi la longueur. Il faut que les gens regardent pendant un certain temps. Il faut qu'ils le regardent presque au complet. Pour être considéré comme étant vraiment visionné. Si on regarde les vidéos un petit peu plus longues, on voit une petite coche jaune si on le regarde sur notre téléphone. Là, puis la petite coche jaune, c'est souvent une publicité. Chaque intervalle entre une coche et un autre, donc entre une publicité et un autre, c'est un barème de paiement pour le YouTuber au bout de la ligne. Si on prend Facebook, c'est très populaire. On a tous des musiciens, amis, artistes, etc., qui se promouvoient là-dessus. C'est peut-être même embêtant à certains points. Là. Il y a certaines personnes qui en ont abusé et Facebook en ont été conscients. Maintenant, ce qui arrive, c'est que si on prend Google, Facebook, etc., ils font des bulles ultra personnalisées. Toi, Amélie, exemple, tu magasines chez Victoria's Secret, tu as cliqué 2-3 affaires, tu t'en vas après ça regarder un autre truc de beauté ailleurs. Après ça, sur ton feed Facebook, tout est vraiment optimisé avec pour des ça. campagnes, et même les posts de tes amis sont optimisés pour ça. Là, ça vient de changer encore avec un changement d'algorithme récent. Avant, une page de fans, c'est exemple, une entreprise, toi, Alex, tu serais exemple... tu aurais une station de radio que tu voudrais promouvoir ta station, à l'époque, tu pouvais juste mettre une annonce, puis les fans, tu la reproduisais, la retransmettaient, tu avais une diffusion. Ça a tombé à 3 Je sais qu'il y a aussi il y a des paramètres en ce sens où lorsque tu fais, lorsque tu es par exemple justement une station de radio ou une entreprise médiatique, lorsque tu fais un concours par exemple, il y a des règles qui sont régies et que si tu fais un peu la publicité directement sur Facebook de quelque chose, finalement, tu peux te voir jusqu'à fermer ta page Facebook. Là. Tout à fait. Il y a beaucoup de changements. Parce qu'il y en a beaucoup des concours. Il y en a beaucoup des concours, mais ça a été populaire pendant un certain temps parce que les concours, c'était une des dernières choses qui te permettait de sortir du ratio de 3 Par exemple, mettons, tu fais des bijoux, tu voulais faire un concours pour faire connaître ta compagnie. Ça fonctionnait parce que là, tu sortais du cadre, puis là, les gens se le transmettaient. Maintenant, tu as 3 des fans qui suivent ta page qui peuvent le voir, donc depuis à peu près 3 ou 4 ans. Puis là, ça vient de réduire davantage. C'était une page que 10 000 personnes dessus. Tu l'annonçais un truc, tu avais 3 donc tu avais à peu près 300 personnes, 3 000 personnes. Est-ce que c'est un 3 ciblé selon les posts? C'est pas ciblé, c'est au hasard. Normalement, les gens qui interagissent avec ta page le plus souvent. Donc, à ce niveau-là, ce que je perçois, puis ce que beaucoup de gens perçoivent, c'est que là, il y a une bulle qui se forme. Donc, toi, tu vas avoir ta bulle virtuelle qui est axée sur tes intérêts. Donc, c'est très difficile à pénétrer quand on a un nouveau produit, donc une nouvelle chanson, un nouveau film, une nouvelle série. Alors, donc, ça n'en a rien. Évidemment, notre communauté artistique québécoise, parlant de communauté, reviens nous en parler la semaine prochaine. On finira ce sujet-là parce que je pense que ça vaut plus que... On n'est pas capable, ça vaut plus que 6 minutes. Ça vaut plus que 6 minutes, je pense, pour pouvoir expliquer aux gens. Merci beaucoup. Tout à fait. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci. C'est un sujet qui nous tient à cœur parce qu'évidemment, le 5 novembre prochain, vous serez appelés aux urnes, espérant que vous allez y aller en très grand nombre. Votre devoir de citoyen, les élections municipales avec Laval, ça bouillonne de plein de choses. Et le rôle aussi que Laval pourrait prendre, autant au Québec, mais dans le monde, ne l'oublions pas. Et c'est M. Rarest-Bourlacou qui est là encore une fois cette semaine. Allô? Ça va bien? Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci d'être là, c'est toujours un plaisir. On l'apprécie tout à fait grandement. M. Bourlacou. Et là, Rarest, parce qu'on est rendu des bros,
hein? On est rendu la bromance. On veut parler cette semaine de Métropolis. Et ce Métropolis, c'est un regroupement de villes importantes à travers le monde, dont Denis Coderre est l'une des têtes dirigeantes, d'ailleurs, avec son rôle de maire, évidemment, de Métropolis. J'avais jamais entendu parler de ce regroupement-là. Je ne sais pas si c'est normal. Oui, ça a suscité un petit peu de la polémique, il faut le dire, le moment où le maire de Montréal, M. Coderre, il s'est rendu jusqu'à Téhéran, en Iran, un petit peu controversé avec son arsenal nucléaire. Mais semble-t-il qu'il y aura des gros projets, des gros investissements faits par des compagnies multinationales, une présence de plus en plus accélérée des ONG qui parlent de développement durable, de lutte contre le changement climatique. Donc, ça pourrait avoir des retombées à Laval. Oui, tout à fait. Un jour, ça va venir. Je ne sais pas si ça va être pour demain matin, mais je suis sûr qu'à un certain moment, dans toute cette dynamique internationale, Laval va se rejoindre dans quelques mois. Mais combien il y a de villes environ dans Métropolis? C'est pas toutes les grandes villes du monde. C'est des grandes villes urbaines. C'est un processus en développement. On ne peut pas dire exactement combien, mais l'idée, c'est que ces grands rassemblements de villes, ils deviennent une force au niveau international, notamment pour attirer des investissements directs étrangers. Puis on rêve à Amazon, à Laval. Voilà, 50 000 emplois qui pourraient, pourquoi pas, on fait la grande séduction ici présentement, mais pourtant, je n'entends pas parler durant la campagne électorale. À défaut de me tromper, je n'ai pas entendu de candidat à la mairie et le maire sortant, M. Demers, parler de ce Métropolis. Non, on n'a pas encore parlé de cela. Peut-être qu'on considère que, pour nous autres, c'est Montréal, la grande métropole. Mais quand vous êtes à l'international, puis vous cherchez un poste pour installer votre prochaine entreprise numérique ou quoi que ce soit, c'est sûr que vous ne pensez pas « Ah, c'est Laval ». Non, c'est la grande région de Montréal. Montréal est connu comme Toronto, comme Vancouver. C'est à quel âge, ce regroupement-là, Métropolis? C'est siège à Barcelone, dans la belle province de Catalogne, connu pour d'autres. Je me demande comment Denis Coderre s'est ramassé président de ce regroupement. Parce que Montréal, il faut l'avouer, c'est une ville internationale. Le quartier international, développement d'affaires autour de la place Square Victoria à Montréal. Puis si vous regardez cette tendance, même au niveau de l'Union européenne, on a là, on l'appelle commissaire, donc une sorte de ministre, c'est dédié au développement régional. Donc on ne donne plus nécessairement des subventions ou des fonds publics directement au gouvernement, mais bien aux régions qui sont plus autonomes, plus dynamiques pour les gens. Il nous reste une minute et je veux qu'on ramène le débat sur le bilan de la campagne, parce que là, évidemment, on se rapproche de plus en plus de l'échéancier du vote, la date fatidique. Comment vous percevez cette campagne-là jusqu'à Moi, présent? je l'aperçois assez dynamique pour le moment, puis le fait que c'est très serré, on la voit. C'est une bonne campagne, des affiches partout, des bons débats. Les gens qui sont des équipes qui sont présents sur le terrain, je trouve que peut-être dans les dernières 15 ans, c'est la meilleure campagne. Une des bonnes. Oui. Habitez-vous à Laval, M. Oui, j'habite bien sûr. Avez-vous fait votre choix? Pas encore. Je suis encore en réflexion. Je suis encore en réflexion. Mais le pouls que vous sentez des électeurs autour de vous, parce que vous jasez politique, vous allez à la rencontre, vous allez dans des assemblées citoyennes. Et quel est le pouls actuellement en 10 secondes? C'est un désir de percer, de réussir en tant que ville, d'aller avec Laval à un niveau supérieur. C'est ce que je vois. Et de rejoindre Métropolis. Bon, pourquoi pas. Bonjour. Merci beaucoup. Un grand plaisir. 14 victimes présumées, instructeurs de conduite et présumés agresseurs. Les plaintes explosent. Le nombre de plaintes pour agression sexuelle à l'égard d'un instructeur de conduite de la Rive-Nord de Montréal a explosé dans les derniers jours et la police continue finalement de recevoir des appels de victimes potentielles. C'est le 12 octobre que le service de police procédait à l'arrestation d'Yvon Boulet, 71 ans, avant de lancer un appel à la population parce que plusieurs motifs les incitaient à croire qu'ils auraient pu faire plusieurs victimes, qu'il aurait pu faire plusieurs victimes. De 3 plaintes mercredi dernier, on est passé à 14 à
ce jour, dont au moins une qui remonte à aussi loin que 1982. Et par ailleurs, certaines allégations seraient plus graves que d'autres et que ce qu'on a aussi entendu jusqu'à maintenant. Et les appels continuent de rentrer apparemment. Yvon Boulet aurait travaillé pour plusieurs écoles de conduite, notamment à Laval et Saint-Eustache, fonctions dans le cadre desquelles il aurait tenu des propos vulgaires à connotation sexuelle. Il aurait commis des attouchements sexuels sur ses jeunes élèves. C'est ce qu'avait indiqué la porte-parole du SPL, Geneviève Major. Pour leur imposer le silence, il aurait menacé de mort certaines d'entre elles. Elle pourrait se retrouver à Toronto, une fille de 17 ans qui est portée disparue, une jeune fille de 17 ans qui a été portée disparue vendredi, le 20 octobre, par le service de police de Laval. Disparue depuis le début du mois, elle pourrait se retrouver à Montréal ou à Toronto. Scarlett Rodriguez a quitté son domicile familial le 9 octobre dernier et elle n'a jamais été revue par la suite. Elle a la peau blanche, mesure 5 pieds 5 pouces et pèse 105 livres. L'adolescente a les cheveux et les yeux bruns. Elle a un piercing à la narine gauche et un autre au nombril. Elle pourrait porter des lunettes de vision. Et toute information permettant de retracer cette jeune fille sera traitée confidentiellement via la ligne info au 450-662-INFO. Depuis le 21 octobre, ouverture à la clientèle des stations centrales de la STL Boulevard Le Corbusier. Depuis ce 21 octobre, donc, les clients de la Société de transport de Laval peuvent utiliser les toutes nouvelles stations érigées au centre du boulevard Le Corbusier entre Albert Duquesne et le boulevard du Souvenir. À partir de cette date, les autobus de la STL utiliseront exclusivement le nouveau corridor de voies réservées centrale qui couvre une distance de près d'1 kilomètre. Ainsi, la totalité des 11 lignes d'autobus qui empruntent ce corridor sera maintenant desservie à partir des stations centrales. À chaque intersection, une station distincte accueillera les clients selon la direction vers laquelle ils se dirigent, nord ou sud. Et au total, 6 nouvelles stations d'environ 30 mètres de long ont été installées. Pour accompagner la clientèle durant la première semaine d'opération, une brigade d'information sera déployée sur place et pourra également informer les piétons et les cyclistes de passage. Rappelons que chaque semaine, plus de 54 000 clients de la STL transitent par cette importante artère commerciale. Il y a un nouveau phénomène très populaire ici et puis ailleurs dans le monde. En tout cas, c'est un phénomène en croissance. C'est de rendre la mort écologique. Et puis là, on reçoit Sophie Spitzer, qui est directrice des programmes du Jour de la Terre, pour nous parler de ce phénomène, cette nouvelle tendance-là. Ouais. Puis je pense qu'on en est rendu là en 2017. La mort est, j'oserais dire, maintenant plus tabou. Ça s'est démocratisé. D'en parler, ça fait partie maintenant de la vie. Je pense que les gens l'ont bien compris, ça. Puis vous avez eu cette initiative-là, justement, avec Alfred Dallaire Memoria, qui est une entreprise ici lavalloise. Comment est né ce partenariat-là et cette idée? En fait, nous, déjà, le Jour de la Terre, on a la mission d'accompagner les organisations et les individus à diminuer leur empreinte sur l'environnement. Donc, on a été approché par Alfred Dallaire pour réfléchir justement à des rituels écologiques plus responsables, ayant un impact moindre sur l'environnement. Donc, c'est sûr que nous, on a beaucoup travaillé avec Julia Duchastel, qui est passionnée par ces questions et qui veut toujours trouver des rituels plus... offrir en fait à leurs clients différentes options et des options plus environnementales. Donc, ils ont ouvert leur jardin des mémoires cet été. Donc, c'est un jardin où on peut aller disperser les cendres de nos proches. Donc, c'est ça. Nous, l'idée, c'est qu'on a voulu travailler avec eux. C'est un sujet qui est certes plus démocratisé, mais qui reste quand même un peu délicat. Donc, on trouvait ça intéressant de se pencher sur l'impact que le corps continue d'avoir, même après la mort, sur l'environnement. Parce que c'est de la pollution, Oui, c'est quoi l'impact, en fait, que le corps en décomposition peut avoir sur l'environnement? Mais en fait, il y a plein d'impacts. Quand on choisit à la mort de d'un de nos proches, il y a plusieurs étapes. En fait, il y a 3 grandes étapes. La première, La première, c'est l'embaumement. Donc, est-ce qu'il va y avoir une exposition? Est-ce qu'on décide d'embaumer ou non le corps? Sachant que l'embaumement, c'est quand même des produits chimiques qui sont injectés dans le corps pour qu'ils se conservent pour une exposition ou non. Après, est-ce qu'on décide d'incinérer le corps ou non? Et en bout de ligne, est-ce qu'on décide de faire un enterrement, de la dispersion, conserver les cendres? Donc, à chaque étape, il y a un impact environnemental. Okay, pour l'incinération, c'est les gaz qui sont dégagés, j'imagine. Mais justement, est-ce qu'il s'avère que
je me dis, on répand les cendres, il y a quand même un impact, malgré qu'on ne met pas une boîte, par exemple, qui sera en décomposition pendant 50 ans, une urne ou un cercueil, par exemple, pendant 50-60 ans. Il y a un impact quand même si on dispose des cendres, par exemple, au sol. Ou... Les cendres, en fait, quand il y a des cendres, c'est qu'il y a eu incinération. C'est peut-être là où il y a le plus gros impact avec les émissions de gaz, mais il y a toujours moyen de filtrer les particules, de capter les gaz, de rebrûler les gaz. Mais après, des cendres, c'est quand même ce qui a le moindre impact environnemental parce que, notamment quand on a séparé des cendres les métaux qu'on peut avoir dans notre corps, comme les plomberies ou les choses dans les dents ou les choses comme ça. Mais ensuite, c'est un peu le retour à la nature. Donc, quand on disperse des cendres, c'est quand même de la matière organique puisque on facilite le travail de la nature en le décomposant nous-mêmes. Parce que ça va revenir au même à quelque part, j'imagine. Puis on va revenir à des minéraux qui retournent à la terre. Exactement. Je ne sais pas si je ne veux pas vous prendre au piège non plus, vous me le direz. Si vous n'avez pas la réponse, c'est pas grave. Mais est-ce qu'il y a matière de consentement pour le défunt? Est-ce qu'on, pour participer à ce projet-là, entre guillemets, où je veux dire, est-ce que c'est vraiment la famille des défunts qui décide ou c'est la personne qui l'inscrit dans son... Alors ça, je ne le sais pas exactement, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui ont préparé leur mort et qui décident et qui donnent à leur famille des instructions sur ce qu'ils veulent faire. Après, la législation, c'est à la famille de décider, mais c'est sûr qu'il faut toujours que ce soit dans le respect de la mémoire et dans le respect du corps du défunt. Mais je pense que c'est vraiment ouvert à la famille, au choix de la famille. Est-ce que vous savez c'est quoi, peut-être, je ne vais pas vous prendre au piège, non, c'est ça. C'est quoi le choix le moins coûteux? Est-ce que c'est faire embaumer ou incinérer? Bien, l'embaumement, de toute façon, peu importe, ça va arriver avant. Le moins coûteux, bien, ça va toujours dépendre des options parce que si on enterre dans un beau cercueil, un gros cercueil, j'ai pas une idée des prix, mais je sais que c'est assez cher. Oui, ça va dépendre du cercueil. Mais oui, puis là aussi, comme on dit, bien, pour revenir sur l'impact, mais le cercueil, il peut être... il y a plein d'options différentes pour le cercueil. Il peut être plus écologique et peut-être moins cher s'il est plus simple, s'il n'y a pas des poignées en or et choses comme ça. Ça serait quoi le meilleur choix écologique que je pourrais faire sur mon testament alors? Bien, là, ça va toujours dépendre. Il y a aussi la question du personnel et de la culture parce que forcément, c'est un rituel aussi. C'est ça, il y a ça dépend de notre rituels. religion, par exemple. Mais je dirais qu'en fait, il n'y a pas d'études qui expliquent vraiment quelle est l'option la plus écologique. Mais c'est sûr que le plus écologique, ça va toujours être l'option qui prend le moins de produits chimiques, le moins de matériaux, ou en tout cas des matériaux. Un cercueil simple, en bois, qui n'a pas trop de flafla. Par exemple. Mais c'est sûr que la dispersion des cendres, sur le long terme, si on compare à enterrer, parce que aussi enterrer un cercueil, ben, ça prend de l'espace, puis il faut entretenir les cimetières et choses comme ça. Donc, en bout de ligne, généralement, c'est l'incinération et la dispersion qui aura le moins d'impact. Et ça, d'ailleurs, parce que vous avez un beau projet, je pense que c'est 375 000 arbres, si j'ose... Vous avez en quelques secondes, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais si vous pouvez nous en parler de tout ça en lien avec le Jour de la Terre. Oui, bien, 375 000 arbres, c'est une initiative qui est née en 2013-2014 avec donc, le Jour de la Terre, la Fondation Cowboy Fringant, la Fondation David Suzuki et la compagnie L'Arrivée Cabot-Champagne. Donc, c'était un projet un peu fou de planter 375 000 arbres dans la communauté métropolitaine de Montréal. Puis, l'idée, c'était d'arriver pour le 22 avril 2017. On célébrait le 375e de Montréal. Est-ce que vous êtes arrivés? On y est arrivé. On a même surpassé notre chiffre de financement. On ne les a pas encore plantés, mais on a réussi. C'était un peu fou, mais on a réussi. Et en fait, nous, avec Alfred Dallaire aussi, il y a souvent on a souvent le symbole de planter un arbre après la mort. Bien, merci beaucoup, Sophie. C'était très intéressant. Appelez votre notaire et allez faire vos changements. C'est le temps. C'est le temps. On signe la carte aussi. Tout le temps important de dons d'organes et autres. Merci. Mes salutations les plus cordiales. Alors aujourd'hui, je vous présente une dame impliquée, audacieuse, qui a une forte personnalité. Nathalie Hott, c'est un grand plaisir de t'accueillir ici. Bien, ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. Nathalie, tu es une femme pure laine lavalloise. Tout à fait. Oui, je suis née à Laval et j'ai grandi dans le quartier Pont-Vieux. Dans le quartier Pont-Vieux? Oui, oui. Tout près du parc? Au boulevard Léger, près du parc Henri-Dunant. Et c'était pas Casimirville. Casimirville était un peu plus à l'ouest. Je le connais pas, lui. Casimirville, Casimirville, il faudrait qu'on te raconte. C'est quelque chose d'important dans Pont-Vieux. Ça me dit rien.
Nathalie, tu es une femme très impliquée. Parle-moi un peu de tes implications que tu as dans tout ce que tu fais. Bien, au fait, j'aime beaucoup aider les gens. Et puis, récemment, dans les dernières années, je me suis impliquée au niveau bénévolat. Donc, et quand j'étais dans les entreprises passées aussi que j'ai eues, je me suis beaucoup impliquée à vouloir montrer un peu l'importance du bénévolat à mes collègues de travail aussi. Je me suis impliquée aussi au panier de Noël du Centre de bénévolat de Laval, Moisson Laval également, faire les paniers de Noël annuellement, tout ça. Fait que je ramassais des gens puis des groupes pour les convaincre de donner les noms. Et puis, c'est vraiment des belles expériences. C'est d'essayer de redonner à la communauté, en quelque part, à ma façon, à moi. Je suis maman à temps plein, donc je suis bien occupée. Alors, j'essaie quand même de redonner à la communauté là, dans ce sens-là. J'ai fait la guignolée des médias l'année passée, que j'ai bien aimé également. Puis j'aimerais ça revivre l'expérience là, cette année aussi. Oui, nos organismes ont besoin de femmes audacieuses, impliquées comme tu le fais. Maintenant, tu es intéressée aussi aux arts et à la culture. Je sais que ta fille est impliquée aussi un peu dans le milieu artistique. Oui, bien ma fille, dans les dernières années, est devenue comédienne. Elle le fait depuis 7 ans. Elle fait partie de l'Union des artistes et puis elle fait des publicités, elle joue dans des films québécois. Donc, des rôles principaux, des fois des rôles muets aussi, mais je veux dire, elle aime beaucoup ça, puis elle est dans son milieu, là. À l'école, elle aime ça. Elle est dans les arts également, donc elle est vraiment dans son domaine. Là. Il a fallu une maman qui était très présente quand même pour l'inciter, quand même pour l'encourager. Oui, c'est sûr. On la soutient. Papa aussi également, on fait notre part là-dedans. Il faut l'encadrer. Puis il faut qu'elle soit à l'aise là-dedans, puis il faut qu'elle aime ça, parce que c'est un milieu où les gens, souvent, les parents vont pousser leurs enfants pour leurs besoins à eux autres, mais il faut que ça vienne de l'enfant avant tout. Donc, c'est comme ça qu'on l'accompagne dans son cheminement. Cette brillante jeune fille, elle porte quel nom? Cassandra Vallière. Ah! Lorsque vous verrez Cassandra Vallière, il faudra penser qu'elle est la fille de Nathalie Hutt. Voilà. Maintenant, Nathalie, tu es impliquée aussi dans une nouvelle profession qui étonne quand même. Tu es devenue assistante personnelle. Oui, bien au fait, au cours de ma carrière, depuis mes 30 dernières années, j'ai travaillé beaucoup au niveau corporatif, comme adjointe administrative. Et puis, dans le milieu d'adjointe, souvent, on est amené à faire des tâches qui sont personnelles, quelquefois aussi. Et il faut garder toujours le focus sur les objectifs corporatifs. Ça déborde un peu notre agenda. On finit par remplir les objectifs. Mais j'ai eu la brillante idée, suite à un texte, un article que j'avais vu récemment dans Secrétaire Inc. C'est quelque chose que je suis sur LinkedIn. Et j'ai vu une fille qui avait décidé de convertir sa profession à assistante personnelle. Et à partir de là, j'ai eu le coup de cœur, moi aussi. Et j'ai dit, pourquoi ne pas le faire à temps plein? Alors, j'ai un bel avantage en ce moment. Je suis dans un emploi de 4 jours semaine, dans un emploi temporaire indéterminé pour un employeur. Et ça me donne une journée de disponibilité. Alors, j'ai décidé de créer ma propre page Facebook et d'offrir aux particuliers des services d'assistante personnelle. Ça veut dire que ceux qui veulent communiquer avec toi vont aller voir sur Facebook. Oui, sur Facebook. Nathalie Hutt, assistante personnelle. Assistante personnelle. Et toute mon offre de service est décrite là, en détail. Là, ils vont pouvoir voir en quoi consiste son travail. Exactement. Comment tu peux les aider et comment ils peuvent communiquer avec toi. Tout à fait. Mais ça va être formidable. Oui, j'ai très hâte. Et tu vas recevoir beaucoup de téléphones. Ça fait juste 3 semaines que j'ai créé ça, alors j'ai vraiment hâte de voir là, comment ça va se déboucher. Nathalie, je pense qu'on va avoir le plaisir de se revoir. On va te laisser le temps de commencer ta carrière, ta nouvelle carrière, et nous allons te recevoir avec beaucoup de plaisir. Bien, ça va me faire plaisir. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hommage humoristique à la société québécoise des années 60 avec la comédie Passe et Impasse présentée par le théâtre Thalia. Le duo d'auteurs formé par Roger Bigras et Denise Roussel ont signé une 7e collaboration et plongent dans les années 60, un univers souvent décrit par le grand dramaturge montréalais Michel Tremblay. C'était l'âge d'or des bingos dans les sous-sols d'église de raconter Denise Roussel qui signe la mise en scène. Nous avons exploré cette époque sous cet angle avec une intrigue amoureuse et des observations sur la révolution sociale vécue par les femmes qui pouvaient enfin sortir de la maison
loin des enfants, du mari et surtout du curé. L'action s'anime autour du triangle passionnel vécu par l'animateur des soirées de bingo, se retrouvant soudainement coincé entre son épouse et sa maîtresse, sans oublier un livreur de pharmacie qui entretient un commerce parallèle plutôt louche. La distribution de la troupe de théâtre de la Place des Aînés comprend 11 personnes qui revivront les années hippies. Leurs personnages vont jouer pour oublier le quotidien, rêver, provoquer, continue Denise Roussel. Roger et moi, nous sommes éloignés de la famille pour aborder la vie sociale et l'amitié, particulièrement entre femmes. Elles s'encouragent, s'amusent et s'entraident. Durant ces années, on assistera au début d'un bouleversement majeur des conventions. La pièce nous apprendra aussi que le gros lot du jeu, une épicerie de 20 $, suffisait pour nourrir une famille de 4 personnes. Thalia existe pour offrir la chance aux aînés d'essayer le théâtre, d'ajouter Madame Roussel. J'insiste pour que leur jeu soit naturel et qu'ils vivent pleinement la gamme d'émotions traversées par leurs personnages. Notons que cette production a été offerte en théâtro-description pour les personnes malentendantes et non-voyantes. Le théâtre Thalia a présenté Passe et Impasse, texte de Denise Roussel et Roger Bigras, mise en scène de Denise Roussel les 20, 21 et 22 octobre à l'auditorium de l'École internationale de Laval. Aujourd'hui, 19 octobre, au Château Royal à Laval, c'est le congrès du quartier des affaires de Québec et j'ai le plaisir de m'entretenir avec la présidente d'honneur, Mme Anne Marcotte. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Madame Marcotte, vous êtes multitâche, vous faites énormément de choses. Vous êtes entrepreneur avec une histoire extraordinaire. Vous êtes également idéatrice, productrice, animatrice d'une émission qui porte sur les entrepreneurs depuis plusieurs années. Mais vous êtes d'abord passionnée d'entrepreneuriat. Est-ce que je me trompe? Non, vous ne vous trompez pas parce que ça a changé ma vie, ça a changé mon destin. Puis maintenant, c'est un message que je porte dans mon cœur. Puis j'ai vraiment envie de le partager au maximum pour essayer de contribuer au succès des autres. Parce que je dis souvent que quand on a eu un certain succès, je suis chanceuse, j'ai eu un beau succès. Je crois que le pire des échecs après, c'est de ne pas contribuer au succès des autres. Moi, j'essaie de faire la différence. Donc, oui, je le fais avec des conférences. Je suis blogueuse aussi pour des journaux. Oui, j'ai produit une émission de télévision qui s'appelait voirgrand.tv. C'est là-dedans qu'on a mis en lumière des gens qui n'étaient pas connus à l'époque puis qu'on a réussi. Vous savez, c'est quoi? Vous êtes dans le domaine de la télévision, hein? Le pouvoir de la visibilité, c'est extraordinaire. On a découvert Nicolas Duvernois de Pure Vodka. Et aujourd'hui, on a une fondation qui s'appelle Adopting qui vient en aide aux jeunes entrepreneurs. Et je suis contente d'être avec vous parce que ça me rappelle mes souvenirs quand je faisais de la télévision puis je vous trouve très bonne. Bien, merci beaucoup. Mais d'ailleurs, quand vous faisiez la télévision à cette époque-là, l'entrepreneuriat n'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé depuis? Je dis à l'époque, là, mais on parle de quelques années. Je pense que maintenant, les gens sont conscients qu'un entrepreneur, c'est important pour une société parce qu'on est des créateurs de richesse. Donc, je crois que maintenant, les gens ont énormément valorisé. Puis honnêtement, les médias, vous jouez un rôle important là-dedans. Puis dans les écoles aussi, de valoriser le métier d'être entrepreneur. Parce qu'on nous, quand on était jeunes, on étudiait, on se faisait pas dire « tu peux être entrepreneur hein? ». On se comprend que c'était plus des métiers. Donc, l'école a fait une différence, la société a fait une différence, les médias font aussi une différence parce que les gens ont besoin d'inspiration, les gens ont besoin de héros. Puis quand on montre des modèles inspirants qui sont accessibles, parce que vous savez, ce qui est accessible, c'est que moi, je suis ancienne secrétaire. J'ai réussi à faire une compagnie dans les technologies. Ça démontre que tout est possible. Puis j'avais, un cours de secondaire 5, j'avais pas des hautes études en informatique ou peu importe. Donc, plus l'histoire est accessible, plus tu te rends compte, dans le fond, que tu peux te dire dans le fond de ton cœur, bien, pourquoi pas moi? Puis moi, je suis sûre que tout le monde dans la vie, tout le monde, on rêve de notre 2 minutes de gloire. Hein? C'est vraiment dans nous. Puis tout le monde a des rêves, tout le monde a des aspirations. Puis je pense que maintenant, on donne plus de modèles inspirants, puis ça donne le goût aux gens de se lancer, mais faut se dire les vraies affaires, c'est pas facile. Ça, parce que d'ailleurs, dans le livre de Nicolas, il dit ça, le nombre de noms qu'il a eu dans sa vie. Mais est-ce que c'est plus facile maintenant qu'avant, étant donné qu'on en parle beaucoup? Honnêtement, là, je pense que à l'heure où est-ce qu'on se parle, partir en affaires puis l'entrepreneuriat, tout ça a l'air très, très beau. Soyons honnêtes, c'est à la mode. Par contre, ce que ça prend
pour être entrepreneur, ça, c'est pas la mode. Qu'est-ce que ça prend? Ça prend du travail acharné. Ça prend une persévérance en téflon. Et ça, c'est pas la mode parce qu'on est plus dans un monde de facilité. Mais dans le fond, en même temps, on se dit tant mieux parce que sinon, tout le monde serait entrepreneur. On a besoin d'entrepreneurs, mais on a besoin aussi d'avoir des gens qui travaillent avec nous. Alors, morale de l'histoire, c'est valorisé, c'est à la mode, mais il faut revenir à la case départ. Ce que ça prend pour être entrepreneur, c'est pas ce qui est à la mode nécessairement. Aujourd'hui, on pense beaucoup, et c'est correct, on pense qualité de vie, tout ça. Mais je veux dire, quand tu pars en affaires, oublie ça. Là, tes 5 premières années, tu as zéro qualité de vie. Tu es au service de ton entreprise. Mais après ça, ton entreprise, bien, elle doit te donner des ailes pour essayer de faire la différence dans ta vie puis dans la vie des autres. Parce qu'il y a une expression qui dit qu'est-ce que c'est un entrepreneur? C'est quelqu'un qui, une fois dans sa vie, a pris ce risque personnel de vouloir faire la différence dans sa vie, mais par le fait même, tu le fais automatiquement dans la vie des autres. C'est ça. Ça s'enchaîne. Et une des choses qui est très importante, essentielle, c'est de connaître les bonnes personnes. Et un congrès comme ça ici, ça permet justement de réseauter, de connaître des gens. Je trouve que vous touchez un point très important parce que dans la vie, c'est pas juste qu'est-ce que tu connais, c'est qui tu connais. Et l'autre chose importante, il y a une phrase que j'adore, moi je suis une amoureuse des citations. Ça dit, le hasard, c'est trouver les gens qui savent s'en servir. Alors quand on rencontre des gens, il faut toujours se dire, y a-t-il quelque chose que je peux faire avec cette personne-là? Puis il faut pas que ça soit sens unique. On peut pas prendre tout le temps des gens. Hein? Des fois, oui, on prend, puis des fois, il faut redonner. Il y a une expression que j'adore qui dit, il faut donner sans attendre, mais il faut recevoir sans oublier. Ça fait les meilleures relations d'affaires. Donc, dans des événements comme ça, tu peux rencontrer des gens. Il faut que tu sois capable de faire un bout de chemin aussi avec ces gens-là, dans le sens de trouver comment tu peux travailler avec ces gens-là. Puis c'est fou de voir que c'est incroyable de voir qu'une personne à gauche ou à droite ou en arrière de toi dans une salle, dans un réseau d'âge, peut changer ta vie. Mais il faut les repérer, ces gens-là. Il faut repérer les gens d'exception. Et il y a une phrase qui est importante qu'il faut retenir. Vous savez quoi? Tu sais, dans la vie, il faut toujours être gentil parce que maintenant, la planète s'est rendue une petite ville tellement qu'on est capable de rentrer en contact avec les gens. Donc, un petit clin d'œil en disant il faut toujours rester gentil. Toujours rester gentil. Et la place de la femme dans l'entrepreneuriat, est-ce que vous trouvez que c'est en train de changer, ça aussi? Est-ce qu'il y en a de plus en plus où on a encore beaucoup de chemin à faire? Ah, bien, on l'espère qu'il y en ait plus. Dernièrement, il y a une étude qui est sortie qui disait que les femmes, leur gros problème, puis ça, je suis un petit peu d'accord avec ça, c'est qu'ils ont de la misère à reconnaître qu'elles ont des compétences pour se lancer en affaires. Souvent, elles vont douter d'elles. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que les femmes au Québec ont moins peur de l'échec que les femmes dans le reste du Canada. Ça, c'est une statistique que je trouve intéressante. Fait que je me dis, puis les gens me disent, pourquoi que nous, au Québec, on aurait moins peur? Bien, je pense que les femmes au Québec, on est moins conventionnelles. Quand tu es moins conventionnel, c'est signe que tu connais plus la notion du risque. Et pour te partir en affaires, il ne faut pas que tu aies peur du risque. Il faut que tu prennes des risques. Donc, on a tout plein de croûtes à manger. Il faut encore donner des modèles inspirants, puis de cultiver, dans le fond, toutes les valeurs entrepreneuriales déjà dans les écoles chez les jeunes. Il faut rentrer ça très jeune pour que ceux qui ressentent l'appel se disent « Ah, bien, j'ai aussi cette opportunité-là ». Tout sur votre site Internet, toutes ces informations? Oui, le site, c'est je parle vite, hein? www.viventia.ca. Mais honnêtement, vous tapez Anne Marcotte dans Google, puis vous allez trouver les chemins pour qu'on puisse prendre contact. Bien, merci beaucoup, Mme Marcotte. Vous êtes très inspirante. Oh, merci, vous êtes gentille. Bonne soirée. Alex et moi, on est des grands fans de films québécois, donc c'est avec plaisir qu'on va parler aujourd'hui avec Nicolas du film Les Affamés. Surtout avec que j'arrête pas de le gosser pour qu'il nous parle. Chaque fois qu'il y a une sortie de film québécois, j'arrête pas de le gosser pour qu'il nous en parle. Mais il aime ça, il est pas très aimant de films québécois. J'aime les films québécois. Mais t'es plus dur, Oui, mais lui, il est spécial parce qu'on voit rarement ça, un film américain, un film québécois, un film d'horreur. C'est rare. C'est très rare qu'on voit des films d'horreur québécois et celui-là, Les Affamés, c'est un film que moi, j'ai adoré. Moi aussi. Mon Dieu! Donc, vraiment, je l'ai vu justement au moment d'enregistrer l'émission hier. Donc, je l'ai, vraiment quelques heures encore dans mon esprit, là. Puis je pense que c'était une première. Non seulement on ne fait pas souvent de films d'horreur, mais c'était une première de film de zombies aussi. Il n'y avait pas eu de ce film de genre-là, surtout que Robin Aubert. C'est toujours des productions hollywoodiennes, les films de zombies. Et Robin Aubert est un cinéaste qui va toujours là où personne ne va aussi. Ça fait partie de son génie, je pense. Bien, tu vois, au Québec, on est débrouillard avec des petits budgets et les films de zombies, tout comme les huis clos qui ont commencé à être populaires depuis Décadence en 2003, c'est des trucs qui ne coûtent pas si cher que ça à faire. OK, oui, le film Les Affamés a quand même coûté près de 3,7 millions à produire, mais c'est fou ce qu'on peut faire avec peu de moyens. Et pour un premier film québécois de zombies, on a été
On a évité, je pense, beaucoup de clichés. Comme, tu sais, il y a toujours un personnage dans les films qui se fait mordre, qui essaie de cacher sa morsure. Évidemment. La fille dans la douche qui se fait, tu sais, qui est en train de prendre sa douche, puis à un moment donné, elle se fait couper la gorge ou peu importe. Ça a pas l'air des films, je sais pas, je me trompe peut-être, mais dans la bande-annonce, ça a pas l'air du film qu'on fait des sauts ou... Oui, on fait des sauts. Oui, on fait des sauts. Mais de la manière que c'est fait, je trouve ça rafraîchissant. Ça me fait un peu penser au film 28 jours plus tard. Oui. C'est aussi, à mon avis, rafraîchissant parce que j'aime beaucoup les films de zombies, quoique la série Walking Dead, j'ai pas Moi, j'ai adoré. Embarqué là-dedans. Mais là où je te rejoins, c'est que ces zombies-là sont presque humains. Ce sont pas des loques humaines, dans le sens que, tu sais, ce sont pas des gens qui... Ce sont pratiquement des humains qui ont des expressions, des émotions pratiquement dans leur visage quand on les voit, jusqu'à un certain point. Puis ça me rassure, disons-le. Puis pour moi, ça m'a vraiment amené ailleurs dans ce genre de Mais là, les gars, là, film de zombies-là. là, vous allez répondre à ma question. Moi, tout ce que j'entends, c'est qu'il y a bien des mauvaises critiques qui disent... C'est juste du courroyage, et puis on comprend même pas pourquoi les zombies sont devenus... George Romero qui a inventé le style, même lui il l'a dit. On n'est pas censé le comprendre. On n'est pas censé. Ça fait pas partie de l'histoire. Comment c'est arrivé, ça n'a pas d'importance. Mais je deviendrais folle, moi, à la fin du film, si je comprends pas pourquoi que c'est l'apocalypse. Est-ce que c'est l'apocalypse? C'est pas tout à fait ça. Okay. Est-ce que ça se passe juste en campagne? Est-ce que c'est partout dans la ville aussi? C'est pas clair. C'est pas tout à fait clair. Oh mon Dieu, c'est pire! Et c'est parfait comme ça. Oui. Puis moi, j'ai trouvé en quelque sorte, parce que bon, il y a différents personnages, mais dans ce film-là, ce qu'on remarque, c'est que Micheline Langto, les personnages féminins incarnés aussi par Monia Chokri, ce sont des héroïnes. C'est les femmes qui sont les héroïnes dans ce film-là. Les gars sont cons un peu. Comme il l'a dit... c'est très québécois, je trouve, ça. À tout le monde en parle, justement, le réalisateur, tu sais, les gars, comme, tu sais, il trouve que les gars sont un peu plus cons que les filles, et ça paraît dans ce film-là. Et c'est sûr que si tu compares ça à World War Z avec Brad Pitt, c'est absolument pas comparable. Dans le style zombie, tu peux aller dans tellement de directions différentes. Mais il y avait une critique de la société dans World War Z. Est-ce qu'il y en a une dans Les Affamés? Est-ce que les zombies sont juste gratuits comme ça? Les films de zombies, c'est une critique sur la société en général. Si tu prends Dawn of the Dead de George Romero, qui a été fait en 78, le remake en 2004, les zombies, ils sont attirés vers les centres d'achat. Pourquoi? C'était faire une... La société de consommation, les gens se rendent là comme des zombies. Oui, mais c'est ça. Mais il y a une forme de poésie dans ce film-là. Parce que, évidemment, rajoutons au fait que ça a été dans Amenas, ça a été tourné dans un petit village en Estrie, le village de Robin Aubert, son village natal. Il y a des images, la direction photo est vraiment très lumineuse, très belle, j'ai trouvé. Puis la bande sonore également est à peine perceptible. Non, mais c'est parfait. Mais c'est parfait. C'est parfait pour soutenir ce genre de scène un peu plus gore. Qui sont quelques... Il n'y en a pas beaucoup, Il n'y en a pas beaucoup, mais je trouve qu'ils sont bien choisis. Ouais. Au début, une personne qui se fait... Bien placé, judicieux. Un zombie qui se fait décapiter au début du film, je me disais, pourquoi est-ce qu'on le voit pas? C'est un film de zombie, pourquoi est-ce qu'on voit pas cette décapitation-là? Et là, après ça, j'ai compris, c'est un choix. Quand il y a du gore, c'est à la bonne place. Et justement, on n'est pas vraiment dans les clichés qu'on a l'habitude de voir. C'est pas si gore que ça. En tout cas, moi, je trouve qu'il y a plein de moments qui auraient tellement pu être clichés. Et j'ai une prédiction... il y aura une suite, hein? Moi, je pense qu'il y aura une suite. C'est sûr. Vraiment? Oh mon Dieu! Mais parce que je suis contente de vous entendre, parce que je me disais, est-ce que vraiment l'humanité a besoin d'un autre film de zombies? Un film de zombies québécois, oui, l'humanité a besoin de ça. Et j'ai une prédiction. Robin Aubert, j'ai une prédiction que ce film-là peut lui ouvrir beaucoup de portes ailleurs dans le monde. Mais il a déjà gagné le prix du meilleur film au Festival de films de Toronto. Oui, Donc, c'est pas peu dire. C'est pas peu dire. Puis en plus, la fin aussi, on va laisser les gens le voir, mais la fin, quelle idée ingénieuse de faire différente que d'un film de zombies, justement. L'amoncellement d'objets, je vais juste dire ça comme ça. Ça ressemble au film Cell, le film très, très, très mauvais. Bien, je ne dis pas du tout que Les Affamés, c'est mauvais, c'est excellent. Mais il y a certains éléments dans ce film-là qui ressemblent au très, très, très mauvais film Cell avec Denzel Washington, si vous avez la chance de le voir. Ou de ne pas le voir, c'est mieux comme ça. Moi, si je voyais ce film-là, je pense que ça serait moi, Les Affamés, parce que je resterais sur ma faim. Mais moi, je pensais que les Affamés, c'était des végétaliens. OK, à bientôt. Merci, Nicolas. Bye.
Nous sommes au Skyventure de Laval où un nouveau sport acrobatique est né et la suite s'en verra peut-être aux Olympiques. Allons voir à l'intérieur. Bonjour Coralie. Bonjour. Donc, Coralie Boudreau, on pourrait-tu dire que tu es une rockstar dans le domaine du ballet aérien? Peut-être, oui. Ouais. Écoute, tu as 14 ans. Tu m'as dit que ça fait 2 ans que tu as commencé à faire ça. Raconte-moi un petit peu comment ça a commencé. Dans le fond, ça a commencé quand mes parents ils ont commencé le parachute. Parce que ici, ça l'aide d'avoir une progression beaucoup plus rapide parce qu'on a plus de temps. Puis, mes parents, ils m'ont emmené avec eux, puis c'est là que j'ai commencé. Là, on t'a vu voler tout à l'heure, c'est totalement impressionnant. Moi, c'est la première fois de ma vie que je vois ça de proche. Au début, quand tu as eu la piqûre, là, comment tu as fait pour annoncer ça à tes parents, dire écoute, moi, j'aimerais ça y aller plus souvent, là? Bien, dans le fond, mon père m'amenait déjà tous les vendredis avec lui. Puis c'est quand j'ai eu ma première compétition que là, j'ai commencé à m'entraîner plus parce qu'il y a des personnes qui m'avaient remarqué ici. Puis oui, c'est ça. Fait qu'on s'est entraîné intensément pendant 1 mois avant notre compétition. Puis on a gagné la première place. À ta première compétition, première place. Là, aujourd'hui, c'est ta combienième compétition? Est-ce que tu le sais ou il y en a tellement eu que tu te rappelles pas? Je pense que c'est ma 5e ou 6e compétition. Et puis, est-ce que tu as des sponsors qui ont commencé à t'approcher, des compagnies qui disent hey, écoute, on voit du potentiel, on voit que le sport se développe. Est-ce que tu as des trucs comme ça qui s'en viennent dans le futur ou encore à l'étape de pratiquer puis vraiment te faire la main? Dans le fond, je suis déjà commanditée par le Skyventure. Frank Soud, ça, c'est ma compagnie de soude qui fait des soudes spéciales pour ma discipline, pour moi sur mesure. Puis par Voltige, l'école de parachutiste à Guillaume le Métivierge. Est-ce que tu fais du parachute? Ça a l'air d'une question niaiseuse comme ça, mais est-ce que tu as déjà fait ça en parachute? Moi, je suis trop jeune pour faire mon cours solo, mais j'ai déjà 22 tandems. Wow! Ouais. OK. Et puis, qu'est-ce que tu vois pour toi dans le futur? Qu'est-ce que tu aimerais qu'il arrive pour toi, que le sport se développe et devenir comme une figure établie là-dedans? C'est quoi ton plan de match, là, ton rêve le plus fou? Dans le fond, ce que j'aimerais le plus, c'est que ça devienne un sport olympique. Puis c'est sûr, participer aux Olympiques dans ce sport-là. Là. Ben écoute, très impressionnant. Bonne chance dans tout ce que tu entreprends, mais je pense que c'est pas de prendre la chance, tu as déjà le talent, donc c'est 50% gagné. Merci beaucoup, Coralie. Merci à vous. Bonne fin de journée. Les collaborateurs sont nombreux. Tourisme Laval, Ville de Laval, ainsi que le Olympic Channel fait une diffusion en direct sur leur réseau. Potentiellement, la discipline pourrait devenir un sport de démonstration aux Olympiques de 2018. C'est ce que vise l'organisation. All right, we are right now with Kira Po. Hi, how are you? Hi, I'm really good, thank you. So you're 15 years old, you're from Singapore, and you're somewhat of a rock star in the domain, right? Yeah, I guess so. I guess so. What brought you to this discipline? What made you want to try this at first? So for freestyle, the one that I just flew, I started it because my partner took a break. So I had to try to find a new discipline. So I tried solo freestyle, and that's how I got started because I really like how it's really graceful and it's almost like a dance. Yeah. It looks fabulous. I gotta say, it looks almost like a ballet. And what's the challenge for you now? You started like 6 years ago. Yeah. You're on top of your game. What's next for you? I think for me, for this competition, I'm taking part in 3 categories. So that's actually a lot of disciplines. So I think for me now, I'll try to open up for new areas and I'll try to compete in more disciplines. And for freestyle, I think one of the problems that I had last time was I was really not flexible at all. Yeah, so I didn't know how to do splits and everything. So I had to really stretch. Yeah. You stretch in the booth flying, or do you have like some exercise at the gym to promote your ability? So I stretch outside of the tunnel, and then when I go in, I realize what I need to improve on, and then I'll do it outside so that when I go in, it will probably be better. Yeah. All right. Good luck to you. You're very marvelous to see.
So we'll see you in 2 years for the next competition, I guess. Thank you. Good luck. See you. Vous venez d'équipe française, vous venez de France, donc donnez-moi votre nom et le titre que vous occupez. Donc, je suis Jean-Michel Poulet, je suis le directeur technique national de la Fédération française de parachutisme. À combien de compétitions environ à travers le monde vous participez, votre équipe participe? Alors nous, on a 65 athlètes en équipe de France dans toutes les disciplines. Donc ils font du skydiving, donc des sauts d'avion. Et là aujourd'hui, ici, le championnat du monde de vol en soufflerie. Donc on va sur toutes les compétitions pour qu'on soit présent, on va dire, sur toutes les épreuves, pour être la meilleure nation au monde. C'est ce qu'on essaie de faire, c'est notre objectif. Voilà. Et puis aujourd'hui, sur place pour la compétition à Montréal, à Laval, combien d'athlètes avez-vous sous votre cheptel? On est 40 avec le staff, la communication et les entraîneurs. Ouais. Et donc on est en course dans toutes les épreuves, sauf en freestyle open. Autrement, dans toutes les épreuves, il y a une équipe de France qui est engagée et on espère avoir les meilleurs résultats. En tout cas, c'est bien parti. C'est bien parti. Bien, écoutez, monsieur, je vous le souhaite. Je vous remercie. Bon séjour. Merci beaucoup. Championnat mondial, très impressionnant à regarder. Nos futurs espoirs olympiques, les Québécois sont bien représentés. C'était Stéphanie Léveillé-Denis pour TV Laval. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Anthony Daguerre en direct de Sainte-Dorothée avec candidate du parti Laval de l'équipe Michel Trottier, Madame Liane Dufour. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Merci pour cette rencontre. Ça fait plaisir, quand vous voulez. Madame, qu'est-ce qui vous motive à vous présenter en tant que candidate dans le district de Sainte-Dorothée? Bien, moi, je suis quelqu'un qui est très impliqué dans le secteur ici, dans Sainte-Dorothée déjà. Je fais énormément de bénévolat. J'aime beaucoup m'impliquer. À toutes les semaines, je vais ici à la résidence Sainte-Dorothée parce que c'est un besoin même que j'ai et c'est un besoin des résidents aussi d'avoir de la visite. Alors, j'aime beaucoup aller leur donner des petits bonheurs. Justement, je suis avec la Maison des jeunes ici de Sainte-Dorothée sur le conseil parce que l'implication est nécessaire auprès des jeunes de 12-17 ans pour les tenir occupés, les valoriser dans leur cheminement. Alors, j'ai voulu m'impliquer là-dedans aussi. Autant au niveau de Saint-Vincent-de-Paul pour les citoyens dans le besoin. Je fais la guignolée. J'aime m'impliquer. C'est un besoin que j'ai. J'ai toujours été élevée dans ça. Alors, et voilà. Alors, je me dis, pourquoi pas m'impliquer au service des citoyens en politique? Madame Dufour, qu'est-ce qui inciterait la population de Sainte-Dorothée à voter pour vous? Moi, je dis que c'est ma proximité, mon accessibilité. Moi, je veux être présente pour les citoyens. C'est un devoir, selon moi, comme conseiller, d'être disponible pour les citoyens parce que les citoyens, ils n'ont pas toujours nécessairement le temps d'appeler, de rappeler, d'essayer d'avoir une rencontre. Moi, je vais être sur le terrain, donc je vais être accessible tout en faisant mon bénévolat. Les gens vont me rencontrer. Moi, c'est ce que je veux quand je vais faire mon épicerie. Justement, Madame Dufour, j'aurai une petite question à vous poser. Moi, ça va être à l'instant, puis je vais toujours poursuivre les dossiers avec comme si c'était les miens personnels. Alors, moi, je vais être impliquée à 100 %. Je suis nouvellement à la retraite. Alors, je vais avoir tout mon temps à donner aux citoyens de Sainte-Dorothée. Alors, c'est ça qui fait la différence. C'est vraiment mon travail principal. Et voilà. Génial. Et quels seront vos projets futurs en tant que candidate? Ici, dans Sainte-Dorothée? Oui. Moi, je veux vraiment mettre en valeur nos petits bijoux, le boisé de Sainte-Dorothée, que malheureusement, beaucoup de citoyens ne connaissent pas, n'y vont pas parce qu'ils ne savent pas c'est où. Moi, je veux le rendre accessible. Je veux que les gens découvrent qu'ils se fassent un devoir d'aller se promener dans ce boisé. Donc, c'est la construction d'un chalet d'accueil parce que je trouve ça important que les gens qui y vont avec la famille puissent aller se réchauffer aussi, aller prendre une pause, échanger, ce n'est qu'aller aux toilettes. Bon. Alors, moi, je trouve ça important que les gens le découvrent. Ensuite, je veux permettre aux citoyens qui n'ont pas la chance de vivre au bord de l'eau d'avoir un accès à nos magnifiques berges que l'on a ici. Alors moi, on a 2 berges, entre autres, la berge Couvrette et Halte à la Rivière, que j'aimerais rendre accessible, sécuritaire. J'aimerais ça que les gens en profitent plus que maintenant.
C'est un privilège qu'on a d'avoir des belles berges et je me dis pourquoi pas donner l'accès rendre ça plus accessible aux gens de l'intérieur dans Sainte-Dorothée, dont moi. Alors moi, je dis tout le temps, j'aimerais ça, soit en prenant une marche, on demande justement à nos personnes âgées de prendre des marches pour la santé. Alors je veux qu'ils le prennent, qu'ils l'aillent là, qu'ils aillent jaser là, ça va être convivial, puis que d'une façon sécuritaire aussi. C'est des beaux projets pour Sainte-Dorothée. Oui. Madame Dufour, merci énormément. Bonne chance. Bonne chance. Bien, merci bien. Puis j'espère vraiment tout me permettre là, que mes engagements se fassent rapidement parce que je l'ai avec cœur. Je le fais avec cœur. On vous le souhaite. Merci énormément. Merci beaucoup. Merci tout le monde. On vous invite à aller voter le 5 novembre prochain. Allez en grand nombre, contactez tous vos amis. C'est un rendez-vous 5 novembre prochain. Merci beaucoup. C'était Anthony Daguerre en direct de Sainte-Dorothée. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Écoute, Alex, je me sens un petit peu mal qu'on n'a même pas pris la peine de se déguiser pour l'Halloween. Non, bien, je me sens coupable. Bien, moi aussi, mais sais-tu quoi? Je pense qu'on va faire amende honorable. On va peut-être... On le fait-tu tantôt? Dans les prochaines secondes, on pourrait leur montrer notre talent incroyable. En tout cas, parle-nous donc du bingo. Bien, je vous parle du bingo. En fait, c'est que cette semaine, et d'ailleurs, c'est tout nouveau là, pour jouer au bingo, c'est davantage de raisons pour vous convaincre d'acheter votre carte pour participer au bingo TV Laval. C'est que maintenant, c'est 2500 $ la carte pleine. Toujours le même lot de 3500 $ à gagner, mais 2500 $ pour la carte pleine. Dépositaire en droit pour tout savoir, TVRL.ca de vos émissions préférées et du bingo qui va suivre d'ailleurs dans les prochaines minutes sur le coup de 9h30. Et puis justement, quelques heures de l'Halloween. Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on démontre? Ah ouais, non. Mais c'est quoi? On se déguise en quoi, là? En fantôme? Ah ouais, donc. Let's go!